je vote plus. Je ne peux pas voter autre chose que communiste si jamais je veux voter pour ces communistes-là. Jamais. Non, on est au même stade. Elle est plus européiste bientôt que Marie-Georges. Je peux pas. Donc je vote pas. C'est pas bien. Bah, je crois qu'au premier abord, c'est généreux d'être contre la société de consommation. C'est un bon sentiment, quelque part. Quand je vois la gabegie, pas besoin de vous faire un dessin, quelque échelle que ce soit, c'est la première chose. Mais alors, comme c'est dangereux de le formuler comme ça, dans le vague, sans préciser. Sans préciser production de quoi, consommation de quoi. Donc, alors là, encore grande solitude, c'est que, bon, je cite Gluskar, il est très clair. Il dit je n'ai jamais vu une société de consommation. Ou s'il en existe une, dites-le moi, j'y vais tout de suite. Hein. C'est vrai, c'est le communisme réalisé. Et non, j'ai vu des classes qui consomment, des milieux qui consomment. J'ai jamais vu une société qui consomme. Première mise au point. Deuxième. Et il faut qu'il y en ait beaucoup qui se privent pour que d'autres consomment. Et ça, ayant vécu quelque part pendant longtemps dans les pays en voie de développement, c'est effrayant. C'est une espèce d'étayage de ce qu'est dit Gluskar au jour le jour. Hein. Et le café, par exemple. J'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de café du continent. Quand vous voyez, c'est facturé combien je ne parle pas aux deux magots, mais simplement un café parisien, c'est 2 euros facile un café maintenant. Hein, je veux dire, quand tu vois ce qu'on paye aux ramasseurs de café, enfin aux producteurs, précisément le contraire du consommateur, producteurs de café ivoirien, enfin africains en général, et ivoiriens en particulier, je veux dire, la culbute, les profits sont faramineux. Or, le café, ça ne pousse pas dans nos régions. Donc, c'est tous les jours, vous voyez, ce qu'on consomme comme tasse de café, toutes les minutes dans les bureaux, dans les trucs, aux États-Unis, en Europe, etc., ça vient d'un produit qui est. Parce qu'on parle toujours du pétrole pour illustrer ce que je dis. Là, je prends le café, je ne parle jamais. C'est des chiffres énormes. Alors, bon, laissons cela. Mais, donc, voilà, pour préciser les notions. Gluskar est le premier à proposer de ramener ces représentations à un concept. Pour lui, il n'y a pas les producteurs et les consommateurs. Il n'y a pas, pardon, la production et la consommation. C'est deux moments qui peuvent être dans le même individu. Lorsqu'on montre les consommateurs dans un reportage télévisé, on voit des gens dans les grandes surfaces en train d'acheter des trucs. Mais attends, mais il y a peut-être c'est un ouvrier, un paysan, c'est un producteur qui est dedans aussi bien. Un cadre, hein, parce qu'il n'y a pas que des productions matérielles, une tapissière, qui sont en train de faire leurs courses. Que ça veut dire ça? Que je veux dire, c'est les consommateurs comme si on était là comme ça, on était que des veules en train de consommer. Non, mais ils ont bien le droit d'aller faire des boutiques après tout le travail qu'ils ont fourni quand même. Il faut déjà remettre ça en place. Premièrement, une question de sémantique. Et surtout, il propose un concept, c'est là que ça devient sérieux. Tu ne juges pas un niveau de vie, qu'il est trop ou pas assez, ou ceci, cela, dans le vague. C'est-à-dire comme ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est tout ça parce que ma grand-mère corse s'émerveillait des boutons pour la lumière. Parce que c'est venu même tardivement en Corse. Elle passait son temps à faire on-off, on-off, en s'extasiant devant l'ampoule. Bon, je comprends, parce que à son époque, c'était un luxe inouï d'avoir ça. Parce que les chandelles rallumées, c'était compliqué. Et l'eau, corvée de l'eau, vous n'imaginez pas ce que c'est. Bon, bref. Donc, pour ces gens-là, aujourd'hui, on consomme par rapport à leurs critères. Mais à ce moment-là, il faudrait se réjouir tous les jours de ne pas en être à Néandertal, à Homo sapiens. Ça veut dire quoi? C'est stupide de juger par rapport à un stade passé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a une seule manière objective de juger qui est producteur et qui est sale consommateur, c'est qu'il y a deux classes sociales. Il y en a 10 000, mais qu'on peut ramener à deux quand on est rigoureux. C'est la classe de ceux qui produisent plus qu'ils ne consomment et la classe de ceux qui consomment plus qu'ils ne produisent. Là, c'est mesurable. Là, Gluskar propose un concept même. On ne devrait réserver le mot de consommation qu'à celui dont il est établi qu'il consomme plus qu'il ne produit. Celui, c'est une personne morale, ça peut être une société, ça peut être la France, ça peut être. Au niveau d'un individu, c'est complexe. Hein. Mais je veux dire, tout ça est mesurable. On est dans le hable, dans ce qui est possible, même si c'est difficulté, les modèles mathématiques, à effectuer. Donc, peut-être que si on jugeait notre consommation en fonction des possibilités de production qu'offre la technologie d'aujourd'hui, on s'apercevrait qu'on est largement en dessous du compte en matière de consommation. Donc je renverse totalement la chose.
Même si la réponse intelligente consiste à dire il faut arrêter, on produit 10 fois trop de ça, et pas assez de ça, c'est ça, c'est essentiel. Hein. C'est sûr que si on produisait assez de médicaments anti-sida, je pense à l'Afrique là, je veux dire, pour faire tomber les prix, ce ne serait pas plus bête. Hein. Je veux dire, c'est inaccessible pour les principaux intéressés, ou Denis Bakin, tu as connu ça quand tu étais là-bas. Voilà, tu veux dire, il y a des choses qu'on ne produit pas assez, parce que leur prix est encore trop élevé. Les bagnoles devraient coûter 2000 euros, maximum. Quand on voit le temps que ça met à être produit maintenant, c'est scandaleux, quoi, quelque part. Ça devrait rien coûter, une voiture. Je sais bien que vous n'êtes pas très voiture. Mais il faut comprendre à quel point ça a été complètement floué en mesurant toujours notre niveau de vie, comme si c'était tout d'un coup le gouvernement d'aujourd'hui qui avait enfin apporté la prospérité, alors que c'est le travail de plusieurs siècles d'abord. Et surtout, on juge un niveau de vie par rapport aux possibilités, il ne faut pas être utopiste non plus. Hein. Je vais pas râler parce que j'ai pas encore ma résidence secondaire sur Mars. Il faut pas, ça viendra peut-être, quoi. On n'en est pas encore là. Donc par rapport aux possibilités d'aujourd'hui, aux forces productives, on parle en termes marxistes, aux forces productives d'aujourd'hui, on devrait consommer ce qu'on a envie de consommer, ce dont on a besoin et ce qu'on désire, c'est pas rien. Il n'y a pas que des besoins, sinon on en serait resté à l'animal, beaucoup plus. Donc là, je suis complètement contre-courant de la décroissance entendue dans ce sens-là. Même si je répète, il y a des tas de choses, des tas de productions, je serais ravi de voir décroître. Il faudra revenir à un partage des richesses. Eh oui, c'est lié les deux. Hein. C'est clair, c'est pour ça que c'est des enjeux pipeaux. Quand je dis des concepts pipeaux, c'est pour pas poser les vrais problèmes. Il y a cette ombre-là derrière. Alors, on fait croire qu'on va résoudre le problème en discutant sagement entre nous dans un café. Non, ça demande, on y revient, une révolution, mais pas au sens spectaculaire. Il ne suffit pas de monter sur les barricades, mais des changements basiques, radicaux, qui peuvent être silencieux, tranquilles, pacifiques. L'ignominie de Staline, c'est d'avoir confondu la lutte des classes et la lutte contre les individus. On peut liquider toute une classe sociale, parasitaire, il y en a, hein, et traders. On peut liquider une classe sociale sans égratigner un seul individu. Hein. Tandis que Staline, c'est pas toi, c'est ton frère, c'est pas moi. À la fin, toute la famille y passe, c'est la monstruosité. C'est comme ça aussi qu'on peut s'attaquer au système bancaire sans avoir besoin de s'attaquer Bien sûr. aux juifs, etc. Ah ben voilà, on est bien d'accord. Mais tu as vu qu'il y a des gardiens qui veillent. Si tu t'attaques à la BNP, c'est que tu es antisémite, on va te dire. C'est fantastique qu'on en soit arrivé là, comme à se laisser intimider par ce genre de discours. Et ça, je vois les Foucault, plus que Deleuze, là, ils y sont pour beaucoup. Hein. Foucault ne fait qu'enfourcher des causes qui sont toujours le plus marginal des marginales, le mec dans les prisons, la zonzon, le tolard, l'immigré homo, l'immigré homo, tolard et schizophrénique. Bon, à la fin, c'est bizarre. Foucault, qui est un privilégié, un diplomate, je veux dire. Et tout le communisme aujourd'hui, enfin le parti communiste, c'est rallié à ça. Mais oui, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, je ne peux pas voter pour, comment elle s'appelle, la blondinette, la apparentée communiste. Oui, qu'on voit toujours avec l'autre historien, là. Mais si, vous le connaissez. Pardon ? Autain, voilà. La mère Autain, je l'entends dire en pleine grève de la dernière guerre pour les retraites. C'était chaud, là. C'est un des derniers grands combats, hein, quand il y avait les mecs qui montaient la garde près des stocks de pétrole, là. Et qui disait il faut bien comprendre que la vraie opposition aujourd'hui, ce sont les homosexuels, les immigrés. On est en plein combat des retraites. C'est fou. C'est là qu'on voit d'opposer le sociétal au social à ce point-là. Ouais. C'est quand même criminel, quelque part. Quoi. On peut même mener le même combat. Une unité sociale Bon entre sang. les femmes et les homosexuels. On peut émanciper les homos, surtout dans les pays où c'est interdit, tout en faisant le progrès social. C'est quand même pas contradictoire. Je suis prêt à me battre contre les Égyptiens qui foutent des homos en tôle, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Et voilà, et puis c'est pas les hommes qui dominent les femmes ou les femmes qui dominent les hommes. Il y a des hommes et des femmes. Madame Bettencourt nous domine. Qu'est-ce que je te dise il y a des hommes et des femmes qui dominent d'autres hommes et femmes. Même si toute chose reste égale par ailleurs, il faut toujours le préciser. J'ai assez voyagé dans les pays les plus pauvres. C'est la femme pauvre qui morfle le plus dans l'humanité. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, alors avant de le développer, je signale tout de même que c'est un concept qui commence à se banaliser. Alors qu'il était dans une solitude, il a produit un syntagme, comme on dit pour être rigoureux en linguistique, qui maintenant est devenu presque trivial. Alors d'abord,
le fait d'avoir accolé les deux notions, parce qu'en général, le libertaire, on imagine l'anarchiste dans les rues qui tire des pavés sur qui? Sur le patron libéral. Donc c'est pas du tout les mêmes camps, c'est même opposé. Comment il peut dire le libéral libertaire? Voilà la position classique du problème, quoi. Le libertaire, c'est celui, je sais pas, c'est le Gavroche qui part à l'assaut de toutes les injustices. Or, premièrement, le capitalisme est anarchiste dans son essence. Le capitalisme déteste l'État, la loi, la régulation, les règlements. Vous écoutez tous les jours, qui répètent que ça. En France, on croule sous les bureaucraties, sous les directives. D'accord. Moi qui ai travaillé dans une très grosse boîte privée comme Hachette, la bureaucratie d'une grosse boîte, elle vaut bien celle d'une administration, ça je vous le dis. En paperasse et... Bref. Bon. Donc c'est que ça vise autre chose encore, ça. Sans aller chercher les exemples extrêmes qui sont les représentants les plus purs du libéralisme, les libertariens, que je faisais allusion tout à l'heure, là, il y a une vieille tradition qui a pour point commun que le principe, on a envie de dire l'individu, mais en fait ce serait abuser du mot, c'est le particulier qui est leur principe. Je fais cette petite nuance, pardon, pour introduire une difficulté que Hegel a résolue avec son concept de... en général, on oppose l'individu au groupe. Alors, je fais une petite parenthèse, mais la notion la plus abjecte qui a permis tous ces retournements, c'est celle de totalitarisme. Ça, c'est forgé par l'élève du plus nazi des philosophes. Je vais très vite, ça a été forgé par Hannah Arendt, élève de Heidegger. Parce qu'il y en a, non, mais je dis ça parce qu'il y en a qui se demandent encore si Heidegger était nazi. Non, il n'est pas nazi, il est le plus nazi des philosophes, c'est quand même différent. Des grands, hein, parce que des petits nazis ont nommé par Hitler à l'époque. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est dans l'ombre de Heidegger que situe toute l'école philosophique française, de Sartre à Derrida, malgré toutes ces différences et leurs querelles internes. C'est quand même inquiétant. C'est vraiment à l'époque de la guerre froide. Et Heidegger, quelques citations, hein, nous avons un devoir d'éros à l'égard du Führer. Bon. Ça vous intéresse de faire des partous avec la Gestapo, là. Deuxièmement, la plus grande invention de la métaphysique occidentale, c'est la création des Panzerdivisionen, séminaire de 1933. Ça en fait pas mal quand même, je veux dire. Et chaque fois qu'on veut soulever le dossier, on dit mais non, vous n'avez pas compris, Heidegger c'est compliqué, il faut connaître, vous n'êtes pas philosophe. C'est intéressant aussi ça. Il y a les bœufs qui ne comprennent rien. Quoi. Et donc, les libéraux libertaires, il fallait oser montrer, un peu comme le jeune Hegel a compris tout d'un coup que derrière le romantique allemand, il y avait l'usine anglaise. C'est ça qui fait le changement de Hegel, quoi. Il voit tout d'un coup la machinerie qui est derrière le décor, de la mélancolie, il voit qu'il y a il y a l'usine anglaise, quand même. Bon, Hegel, on disait qu'il lisait les gazettes politiques comme la prière du matin. C'est significatif comme métaphore. Et alors, pour se tenir au courant, il paraissait dans un monde d'évasion où il avait été avec ses copains jusque-là. Donc, le fait d'avoir accolé ces deux noms que tout semblait opposer dans la représentation de l'opinion idéologique et en montrant leur lien profond, se confirme maintenant sous vos yeux. J'ai écouté ce matin quelqu'un qui résumait le point de vue de l'OIL, vous savez, ceux qui jouent au football avec les têtes de ceux qu'ils ont trucidés, là, comment ça s'appelle, l'armée qui veut un seul État islamique au Levant, là, qui est en train de faire la peau de l'Irak, comme ils ont essayé à faire la peau à la Syrie, qu'ils n'ont pas arrivé, donc maintenant ils sont en Irak, et auxquels on fait semblant de s'opposer. Moi je suis persuadé qu'on les soutient. Les rebelles. Pardon? Les rebelles. Oui. Djihadistes. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont bien servi, ils ont bouffé des popofs en Afghanistan, c'est des mecs providentiels, ça. Ils ont abattu l'État-nation irakien pour en faire trois, les Kurdes d'un côté. Mais justement, je suis en train de le dire. Leur programme à eux, c'est de faire la Houma, hein, je rappelle, je ne parle pas dans leur dos, hein, c'est-à-dire supprimer ces frontières issues de la colonisation, c'est ce que disent les djihadistes actuellement, et refaire la grande Houma sans frontières. D'ailleurs, ils ont fait un film de propagande où on voit un bulldozer qui enlève cette frontière dans le sable. C'est curieux. C'est les mêmes valeurs que Bruxelles. Les frontières, c'est désuet. C'est curieux quand même. C'est ceux qu'on a financés pour faire la peau à Assad, sans y parvenir. Parce que là, l'os était un peu gros. Et puis parce que c'est une brute, l'autre Assad aussi. Je veux dire, son père, il en avait liquidé 20 000 hein, il y a 30 ans. Là. Et, mais surtout parce que la majorité des Syriens sont très attachés à l'État-nation syrien.
Et donc, et aux Alaouites. Donc, de voir tout d'un coup cette conspiration, au sens convergence objective, quoi, entre des discours on ne peut plus opposer apparemment que l'OIL et les diplomaties occidentales et les directives de Bruxelles, à savoir qu'il faut abolir les nations, et puis aussi, il y a le côté austérité, puritanisme, des pays protestants. Il y a une culture qui est là, c'est très important, on le néglige tout le temps. Hein. Ben, il ne faut pas baiser, il ne faut pas manger, il ne faut pas consommer. C'est aussi le programme du puritanisme, hein, quand même. Il ne faut pas oublier ça. Il y a une débauche latine, c'est bien connu, comme ça, nous on est les cigales. C'est n'importe quoi d'ailleurs. Et voilà quoi, donc décider qu'il y avait, que dès les années 70, il y avait l'apparition d'un libéralisme libertaire, c'est-à-dire le contraire du capitalisme de papa, répressif, pour une morale de l'épargne, de l'effort et de l'avoir et du gain durement obtenu, pour le monde dans lequel nous vivons maintenant, qui est magnifiquement résumé par la formule de Gluskar qui a donné son titre au DVD, tout est permis, mais rien n'est possible. Il tout est joué. Tout est permis, mais en pointant au pôle emploi, quoi, si tu veux le traduire en français. Tout est permis, mais avec un travail à temps partiel où j'aurai la moitié du RMI à la fin du mois, en calculant bien. Voilà. Et le tour est joué. Qu'est-ce qu'on a besoin de diminuer la consommation? Ça se fait par contrainte. Tu mets les gens au chaume du et c'est bon, hein, t'as des croissances, tu l'as. La preuve, c'est ce qu'on vit, puisque maintenant on est menacé plus par la déflation que l'inflation, ce que j'avais jamais vu en 65 ans. C'était plutôt l'inflation, nous, nos régions. Ben, vous allez connaître la déflation. Vous n'avez pas connu l'inflation, vous adorez la déflation. Il n'y a rien de pire, hein, je vous préviens. Mais il n'y a rien de fatal dans tout ça. Enfin, quand j'ai connu Gluskar, Henri Lefebvre, donc, qui a été son patron de thèse, organisait un séminaire à l'école pratique des hautes études, à son annexe près des Deux Magots, là, en face de Saint-Germain-des-Prés, sur le thème de l'intégration. Bon, sociologiquement. Alors, je vous explique, ce qui à une époque était subversif devient maintenant intégré comme étant establishment. Un yaourt dans un champ, d'accord. À une certaine époque, c'était une audace surréaliste, quand même. L'effet de discontinuité, de collage, comme on aurait dit, un yaourt dans un champ. C'était un tableau moderne. Maintenant, n'importe quelle pub, n'importe quelle affiche te montre un yaourt dans un champ. Donc, pour montrer le pouvoir d'intégration, c'est pas mes idées, c'est l'idée de le faire, c'était pas mal, quand même, comme thème. Et donc, chacun faisait un exposé sur la manière dont la société intègre ceux qui prétendaient s'y opposer. J'ai parlé tout à l'heure du trotskiste Jospin, du maoïste Kessler. Il s'était si bien intégré dans cette société. Et là, moi, j'ai fait l'exposé comme les autres, je venais d'arriver là. Et ce que j'avais tardivement à Paris, moi. J'étais à Abidjan. Et je décide de faire un truc sur un domaine que je connais un peu mieux, ou j'ignore un peu moins que les autres, qui était la consommation musicale. Je précise bien sur la consommation musicale, donc avec des mesures, pas sur mes goûts. Et il est clair que quand on prend tous les genres ensemble, pour prendre les genres des rayons de disquaires classique, jazz, variété, grosso modo, on peut raffiner les classements. Après, tu peux mettre latino ou dedans, dans les trucs. Bon, bref, passons. Donc, musique du monde, hein, genre important que j'avais mis pas de côté, je m'en suis occupé pendant 10 ans dans mon centre, avec l'aide de l'UNESCO, bref. Et donc, quand tu prends ces genres-là, il suffit de faire des mesures, on constate que le montant des ventes est directement proportionnel à la stabilité de la métrique. Pardon, je parle en termes musicaux, mais c'est facile à comprendre. Hein. Je veux dire que tant que tu peux faire comme ça tout le long, que le morceau ne bouge pas, quoi. Il ne bouge pas, pas du métrique. Hein. Tu peux hurler, Quentin, ou je sais pas quoi, Quentin, chanteur, assassin. Mais enfin, je veux dire, la métrique, elle ne bouge pas. Quand tu as entendu une première mesure d'un rock, tu as entendu toutes les mesures. Tu n'as pas intérêt à... Voilà. Idem en jazz. Le swing suppose la battue régulière, etc. Voilà. Mais attention, y compris, vous allez comprendre, pardon, la musique baroque, que j'appelle moi baroque B-A-R-O-C-K, vous commencez à comprendre pourquoi. Mais oui, ils sont apparus au même moment.
On ne jouait pas Vivaldi depuis 3 siècles, je veux dire, un coup là, ça revient au moment où le rock est pas... C'est profond ces trucs, c'est le monde du plan Marshall, ça. C'est pas voulu, hein, pas du tout, c'est plus profond que ça, si c'était voulu, ce serait pas aussi parfait, parfaitement fait, ou défait. Je veux dire, c'est-à-dire, les musiques sont sur un rail, comme je les appelle. Et est-ce que je les condamne, est-ce que je les approuve, c'est pas la question, mais je vais me prononcer, je ne refuse pas le débat. Ça dépend ce qu'on met par-dessus. Parce que Bach, il a exactement cette métrique-là. Hein. La métrique, elle ne bouge pas, il faut attendre Beethoven pour que la métrique commence à bouger en musique. Il faut attendre la Révolution française. Les grandes coupures, c'est marrant. Hein. Les grands craquements, quoi, la révolution industrielle, la révolution politique. Donc, avant, jusqu'au bout, ça ne bouge pas, le tempo. Et Bach, par-dessus, lui, c'est pas la pénurie. Hein. Il te fait un développement mélodique harmonique d'une complexité qui compense la monotonie métrique de son temps, où il n'y est pour rien. Le jazz fait exactement ça. Sur le canevas du blues, sur les accords du blues, hein, les mêmes qui sont dans le rock'n'roll, le rock'n'roll stricto sensu, Waddy Daisy, des trucs comme ça, c'est-à-dire sur des accords qu'on va retrouver. Tout le Parker ou Gillespie ou Miles, ils vont te faire des solos, ils vont enrichir ça mélodiquement, parce que si c'est pour répéter comme les rockers tout le temps les mêmes accords, que de fois j'ai vu des musiciens de rock venant demander à un musicien de jazz, tu me montres comment tu fais les accords là? Ben oui, tu vois, il y a 2 accords et demi dans toute l'histoire du rock, qu'est-ce que je te dis? Et voilà. C'est sympa par ailleurs, je veux dire, c'est bien pour danser, festif, ce qu'on veut, encore que, ce qui est bien, alors là par contre, un petit point social et sociétal, un petit compliment au rock, c'est que ça intègre n'importe qui, parce que c'est tellement facile que n'importe qui peut entrer sur la piste de danse, si tu veux, à la limite. Je ne parle pas du rock'n'roll stricto sensu, qui est beaucoup plus complexe. Tu as remarqué que quand il y a un couple qui sait bien danser le rock'n'roll, tout le monde les regarde. 40 ans après, c'est curieux. Alors qu'une mode chasse tous les 2 ans, on a l'impression qu'il y a une nouvelle musique, pas du tout. Ça n'a jamais bougé. C'est curieux, hein? Voilà, j'ai pas d'intérêt là-dedans. Mais le principe, fondamental, quand même, c'est celui-là. C'est que vous pouvez faire la métrique que vous voulez, il faut que ça compense, ou inversement, si vous avez une métrique trop agitée, il ne faut pas que tout le reste soit trop complexe non plus, sinon elle est même plus perceptible, la musique. Enfin, je ne veux pas être trop abstrait, mais il est clair que dans Beethoven, de temps en temps, il y a un accord, puis personne ne peut savoir, aucun auditeur, si ça va aller à gauche, à droite, devant ou derrière. Il y a une imprévisibilité qui vient avec l'époque. La liberté est devenue centrale. Il n'y a pas le programme qui se déroule comme ça. La musique de Bach, comme celle de Vivaldi, elles sont différentes, mais elles ont le même code. Voilà ce que je suis en train de dire. Passer par les mêmes règles, par la même métrique, sauf que Bach enrichit incomparablement plus que Vivaldi la mélodie et l'harmonie par-dessus. C'est ça qui fait les différences individuelles. Ce sont des musiques d'un monde, je ne sais même pas d'une époque, c'est-à-dire plusieurs siècles, où il y avait une place pour chaque chose, et chaque chose a sa place. Et vous n'en bougez pas. Les corporations étaient faites pour bloquer l'évolution économique, le paysan, n'en parlons pas, son sort ne bouge pas avant l'après-guerre pratiquement. Voilà. Donc, par ces discussions avec Bouscard, qui n'y connaît rien, je me permets de le dire parce qu'il était le premier à le dire. J'y connais rien, tu m'as foutu un jus. Bon, alors, il n'a pas hérité de la culture bourgeoise. Moi, il m'a apporté 100 000 fois plus que le peu que je lui ai... Mais je lui ai signalé ça pour la musique. Il m'a dit, ça tombe à pic. Je m'en doutais. Tu vois? Et c'est venu féconder. C'est comme ça qu'est passé quelque part le chapitre sur la sodo dans Lettres et le Code. Dans Le Capitaine de la Séduction, pardon. Et c'est que pour qu'un truc se vende rapidement, il faut que toi, lui, n'importe qui, le mémorise le plus vite possible. Donc le matin, je me rase, ça fait déjà 6 fois que je l'entends sans m'en apercevoir, parce que je l'ai entendu à Europe 1 le matin, ou plein d'informations. C'est bien fait, un tube. Et c'est comme ça que la musique people est venue tuer les musiques populaires. Là, et voilà, j'y tiens beaucoup, parce que une musique populaire, 2 sens. Là encore, c'est comme nature tout à l'heure. Faire attention aux mots. C'est le côté philo, je suis désolé, mais le patron Socrate, c'est comme ça, notre spécialité, c'est d'interroger les mots, on n'y peut rien. À savoir, populaire, ou bien ça veut dire l'émanation d'un peuple, de ce peuple-là, à la différence de celui-ci, comme il y a des fleurs qui ne poussent que sur un certain terreau et pas sur un autre, ou des fruits, ou des plantes, etc. Fortiori. Donc, je veux dire, la musique populaire hongroise ne peut pas être la même que la musique populaire des Indiens d'Amazonie, etc., 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 etc. Bien. Et il n'y a pas si longtemps, dans les régions de France, tu avais déjà encore une différenciation dans le sud-ouest. Etc. C'était plutôt le tango qui était la danse populaire la plus répandue. Dans le nord-est, c'était plutôt la polka, la java, l'accordéon, avec les Belges. Et c'est important, toutes ces notions. Maintenant, c'est la première fois dans l'histoire de la consommation musicale mondiale, je suis un peu solennel parce que c'est pas banal quand même, qu'on écoute les mêmes tubes entre 22h et 2h du matin à Rio, à Tokyo,
à Abidjan, à San Francisco, à Paris, etc. C'est sans précédent. Donc, c'est une musique qui est venue araser la différenciation des musiques populaires. C'est tout le contraire. C'est pour ça que je ne prends pas. C'est pas pour bouffer de l'anglo-saxon que je dis la musique people. La musique people a tué les musiques populaires. C'est pour faire une espèce de jeu de mots. Hein. Mais d'un autre côté, c'est vrai de même que la notion de pop music, si tu veux, et c'est une espèce d'antiphrase pour moi. Il y a, il y a deux choses à ça. Il me semble il y a la domination par la culture, mais il y a aussi le déracinement, l'individualisation Tout à fait. qui a causé en parallèle la chose. Tout à fait. Ah, mais moi, je ne suis pas conservateur. Je suis ravi qu'on n'écoute plus les musiques de grand-papa. Ce n'est pas la question. Je suis en train de dire que justement, on est à un blocage. Ça fait 50 ans que la musique de masse n'évolue pas. Du point de vue des paramètres musicaux. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez qu'un. Les jeunes, je m'aperçois qu'ils ne connaissent qu'un timbre, c'est la corde amplifiée. Ils s'appellent distinguer un hautbois, d'une clarinette, d'une flûte, d'un corps. C'est une richesse qui leur passe. Donc, moi, je suis pour enrichir les possibilités. On peut faire de l'avant-garde avec un corps, une clarinette. Et avec une guitare électrique, moi, je suis contre aucun timbre, ce qui compte c'est ce que le musicien fait. Mais qui que ce timbre-là depuis 40 ans? Alors distordu ce que tu veux, reverb, wah-wah, etc. Mais je veux dire, voilà. Et mes gamins, quand j'étais le chef de projet de ce centre de formation et de promotion musicale, donc dans les pays pauvres du monde, au Niger, les gamins au départ, ils connaissaient que Vanessa Paradis, Michael Jackson, etc. Ils ignoraient tout des musiques populaires nigériennes, traditionnelles, et c'est normal, je veux dire, c'est la musique pour eux de leur Dieu, je ne condamne pas, de même que la bretonne qui arrivait à la gare Montparnasse pour fuir la misère bretonne et faire le tapin à la rue de la Gaîté, elle n'a pas envie qu'on lui parle de bignou et machin et des coiffures des... Voilà, on comprend qu'on veut un peu tourner le dos, mais c'est pas ça, ils sont dans une nasse. C'est-à-dire quand je leur ai fait découvrir ce qu'on leur interdit d'accéder par cette musique-là, c'est là où je dénonce surtout, ils sont dans une espèce de ghetto musical. D'accéder au jazz, au classique, enfin aux musiques qui bougent, quoi, qui sont enrichies, quelque part, où il y a de la musique, quoi, et non pas du plastique. On prend le TGV, hein, quelque part, c'était des révélations. Et il y en a qui sont réconciliés avec les musiques traditionnelles africaines qui passionnent les foules d'Europe, hein, bien sûr, et tant mieux, en faisant ce détour-là, par le jazz et le classique. C'est profond comme itinéraire. Hein, c'est des mecs qui n'avaient jamais vu un piano de leur vie, parce que moi, c'est un pays pauvre, je n'allais pas leur faire payer l'inscription, elle était symbolique, c'est comme s'ils ne payaient rien du tout. Donc c'est des gamins à Lyon que j'avais au centre. Et j'ai choisi exprès, parce que je l'ai pris à zéro, c'est ça qui était bien ce projet, je n'ai pas pris un train en marche, quoi. Je l'ai ouvert à zéro, et avec votre argent, hein, c'est la Commission européenne qui finançait. Et donc j'ai choisi un quartier exprès, où les blancs venaient pas souvent, bien populaires, etc. Tu vois, qu'ils soient pas, que les gamins, s'ils sentent chez eux, ne soient pas intimidés par des beaux quartiers ou c'est très clivé là-bas, tu t'en doutes. Là où il y a la grande misère et la grande richesse. Donc, c'est frappant. Il y en avait un qui avait, je me rappelle, mon piano est arrivé de France, alors le bateau c'est un peu long, etc. Bon, pour voir, la porte était fermée à clé, parce que ma copine était partie, quoi, elle préparait la grecque, elle faire une balade, et la porte était fermée, j'avais pas la clé, donc en attendant, je tâte un peu des touches pour voir s'il n'y a pas trop souffert pendant le voyage. Oh, les gamins, mais où est le courant? Il n'y a pas de courant, hein. Il n'y a pas de courant et ça marche. Et ça vient d'Europe, c'est pas normal. Pour eux, les instruments acoustiques, c'est africain, les instruments électriques, c'est les blancs. C'est pas intéressant ça comme anecdote? C'est fantastique quand même. Alors je leur ai dit quand même que la grande histoire de la grande musique acoustique, ni le New Smoke ni Charlie Parker n'avaient jamais touché à un ampli quand même. Bon, et que ce sont les plus illustres de leurs petits frères. Et donc j'ai vu sur leurs yeux, ça m'a révélé quelque chose d'étonnant. C'est vrai que bon sang, pour eux, l'acoustique c'est un peu le vieux truc, quoi. Et l'électrique ça vient d'Europe, donc c'est bien. Mais comment le piano pouvait marcher sans cours? Moi, je ferai la réponse que j'ai faite à Friot. Je vais soulever la question à la librairie Tropique, je dirais. Parce que, première réponse à éviter, que faire? Sous-entendu, on a assez bavardé, on a assez fait de la théorie, maintenant il faut mettre la main à la pâte, il faut agir, les prises de tête c'est terminé, bref, la vieille opposition de théorie-pratique. Or, troisième fois que l'on rappelle la citation assurée, qu'est-ce qu'il dit Lénine? Sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire. Que faire de la théorie? C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Au sens, bien sûr,
réfléchir. Enfin, la théorie, c'est pas aller en bibliothèque seulement, c'est pas faire l'histoire des Faire penseurs. discours comme C'est partir de TF1, de Canal+, peu importe, et de réfléchir. C'est là que moi le sens strict de réfléchir, de dire, attends, qu'est-ce qu'on est en train de... C'est pas cohérent ça. Parce que ce mot-là, nature disait ça tout à l'heure, maintenant il dit le contraire. C'est ça le travail théorique. Il n'a pas changé depuis Socrate, hein, depuis la naissance. C'est chercher ce que parler veut dire. C'est important. Parce que c'est là qu'il y a les enjeux sociaux. Selon que je traite un rebelle syrien de résistant ou de rebelle, ça change déjà complètement son profil. Euh, tu peux tuer ou au contraire sauver en changeant un vocabulaire, en transformant un vocabulaire. Jamais les mots n'ont été aussi pipés que maintenant. Et c'est sur ce terreau, ce flou, que fleurit l'extrême droite, sur cette confusion. C'est parce que quelque part, j'en veux beaucoup de doctrines irrationalistes, je reviens à Deleuze, Foucault, etc. Non pas parce que je suis un amoureux du concept de la clarté, moi je suis plutôt plus nocturne que... Mais, je veux dire, il faut les deux, il faut être dialectique. Mais par contre, on a tellement privilégié l'anti-raison, l'anti-rationalisme, parce qu'il est bien évident que la raison c'est le goulag, c'est enfin, tout ce schéma qui commence à prendre un peu du plomb dans l'aile avec la crise économique, et la crise sociale, et ce qu'elle révèle surtout. Je vous rappelle que Foucault a fait un ouvrage où il défend de manière fervente le libéralisme pur et dur. Hein. Après, il nous a fait croire qu'il était à gauche. C'est important quand même. Hein. Donc voilà, je réponds sur tout ça d'abord. C'est que faire de la théorie, mais pas de la théorie au sens élitiste. Hein, pas encore une fois des prises de tête qui rebuteraient le Caïra qui dit la Courneuve, là, ou ailleurs. Mais simplement, au contraire, ce qui est à la portée de tout un chacun, hein, c'est de s'efforcer d'avoir une distance théorique vis-à-vis de la parole publique. Qu'elle soit médiatisée, presse écrite, presse parlée, télévisée, Internet bien sûr. Et c'est ce qui me semble le plus important. Pourquoi les mêmes... pourquoi l'État-nation est une prison insupportable quand c'est la Yougoslavie, d'accord, et que quand c'est l'Ukraine, c'est scandaleux qu'on fasse sécession à Donetsk, c'est curieux. Les valeurs s'inversent, c'est là-dessus que fleurit le pire. C'est quand tous les mots peuvent échanger et que là ça donne ce qu'on appelle le rouge-brun. Soral, il a surfé là-dessus, hein, le rouge-brun. Il y a un point, le point M entre A et B, qui est le point M. Donc il participe à la fois de AM et de MB. Tu sais jamais très bien où tu es. Alors, ben, des fois, on a l'impression que plus marxiste que Marine, tu meurs. Hein. Si elle veut nationaliser Alstom, drapeau bleu, blanc, rouge, bientôt elle dénonce le chômage hein, par la Commission européenne. Putain, c'est le programme du PC. D'accord. Bien sûr, elle laisse échapper d'autres trucs sur les identités et ceux qui font les prières dans les rues et qui l'empêchent de dormir ou des choses comme ça. Mais quelque part, la perversion est dans les mots. Or ça, c'est quelque part libérateur. Pour ça, je me permets de conclure là-dessus. Parce que ça, n'importe qui peut le faire. N'a besoin ni de moyens, ni de capital, ni d'un puissant organe de presse, même si tout ça ne gâte rien à l'affaire quand on est là pour la bonne cause. Mais ça, c'est la résistance. Et je terminerai là-dessus, je conclurai sur la figure même de Socrate. On voit le petit vieux à barbe, etc. Socrate est quelqu'un qui surgit quand la cité s'effondre, historiquement. Elle va passer à l'Empire. Hein. C'est Alexandre, puis César, Philippe, puis le fiston, là, Alexandre, puis l'Empire romain, n'en parlant pas, qui vont mettre tout le monde à terminer la cité. Ce modèle unique de représentativité. Bon, qu'est-ce qu'il fait Socrate il descend dans la rue et il interroge les gens, ce qui est agaçant. Tu me demandes à moi, ben, je connais que ça, et maintenant je bafouille, ça va pas. Il demande à un général ce que c'est le courage, il bafouille. Il demande à un artiste ce que c'est que la beauté, l'autre bafouille. Ben, la beauté, c'est la statue que j'ai faite là. Oui, pour que le crépuscule, il est pas beau là, si, ben, ça n'a rien à voir avec sa statue, oui, c'est vrai, bon, ben, bah. Donc voilà, ça énerve à la fin. Et surtout, on l'accuse de corrompre la jeunesse. Et de faire en sorte que, ça revient même, on ne croit plus au Dieu de la cité. C'est ça au départ, les temps du procès, j'invente rien. Donc il y a un malentendu énorme. Socrate, c'est celui qui dit à la cité, on peut encore se sauver. C'est le veilleur de nuit, si tu veux. Donc la chouette de Minerve, hein, prend son vol au crépuscule, phrase célèbre. Bon, c'est le veilleur de nuit. C'est comme si un mec venait te dire, eh mon vieux, il faut se réveiller, la maison prend feu, et tu le flingues parce qu'il te tire d'un sommeil délicieux. C'est ça qui s'est passé le meurtre de Socrate. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais et c'est ça au départ. Donc, il faut recommencer par Socrate, remettre la politique dans l'interpellation immédiate. Voilà. Et l'écriture, quelque part, par exemple, comme tu le sais, je suis
si j'étais spécialiste, ce serait plutôt de Hegel à la limite que de Rousseau, mais j'aime pas le mot spécialiste. Les études hegéliennes ne se sont jamais si bien portées. C'est pas notre sujet, donc je ne développe pas. Il y a des bouquins, des traductions comme il n'y en a jamais eu, mais c'est amorti et confiné dans des petites chapelles universitaires. Ah, tu fais ta thèse sur Hegel, donc tu vas aller à machin parce que lui il connaît. Ça ne trouble personne. On est loin de Socrate qui n'écrivait aucune ligne et qui interpellait dans la rue. Dis-moi, toi qui sais si bien illustrer à la bataille de Marathon, c'est quoi le courage? Plutôt qu'appelles-tu? Voilà. J'en termine là.